Papa a brûlé mon diplôme quand j'ai refusé de céder l'héritage de grand-père à ma sœur. J'ai souri et suis parti. La semaine suivante, chez l'avocat, mes parents ont découvert la terrible vérité derrière mon calme. Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 22 ans et je vis à Deauville. La flamme était petite et bleue, mais elle dévorait le papier rapidement. J'étais assise là, complètement immobile, regardant mon diplôme universitaire se transformer en cendre noire, directement sur la table du restaurant chic. Mon père, Marc, n'a même pas scié. Il tenait le coin enflammé avec des doigts fermes, laissant la fumée s'enrouler vers le lustre coûteux au-dessus de nous. « Voilà ce que tu vaux pour cette famille, Amélie, » dit-il. Sa voix était calme. C'était la même voix qu'il utilisait pour me dire que je n'étais pas assez intelligente, ni assez jolie, ni assez bien. Ma mère, Hélène, ne regardait pas le feu. Elle me fixait avec des yeux durs et froids. « Tu es égoïste, » chuchota-t-elle. « Valérie a besoin de cet argent. Tu as un diplôme. Tu peux travailler. Signe le papier. » À côté d'elle, ma sœur cadette, Valérie, se contentait de sourire d'un air suffisant, vérifiant son reflet dans sa cuillère. Il pensait que c'était la fin. Il pensait que brûler ma réussite me briserait. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce que je supplie pour leur pardon et que je signe pour céder l'héritage de papy, mais je n'ai pas pleuré. Pour la première fois en 22 ans, mes yeux étaient secs. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe et j'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer la semaine suivante. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 22 ans. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas pleuré quand mon père a brûlé mon diplôme, vous devez comprendre comment j'ai grandi. Vous devez comprendre la maison de Deauville. C'était une belle maison. Elle avait des piliers blancs à l'avant et une grande pelouse toujours parfaitement tondue. De l'extérieur, nous ressemblions à la parfaite famille française. Nous avions les belles voitures, les cartes de vœux, les photos souriantes sur la cheminée. Mais à l'intérieur, il y avait une ligne très claire tracée au milieu de nos vies. D'un côté de la ligne, il y avait Valérie. De l'autre côté, il y avait moi. J'avais 2 ans de plus que Valérie. Dans une famille normale, l'enfant aîné reçoit généralement l'attention en premier. Mais dans la maison des Dubois, Valérie était le fils, et j'étais juste l'ombre projetée derrière elle. Tout a commencé quand nous étions très petites. Valérie était bruyante. Elle avait des cheveux bouclés et brillants et un rire qui faisait que les inconnus s'arrêtaient pour sourire. Ma mère, Hélène, adorait cette attention. Elle traitait Valérie comme une poupée vivante. Elle lui achetait des robes à froufrou et l'inscrivait à des cours de danse, à des préparations pour des concours de beauté et à des ateliers de théâtre. J'étais différente. J'étais calme. J'avais les cheveux lisses et quelconques. J'aimais lire. Je n'aimais pas me donner en spectacle devant des inconnus. Ma mère ne savait pas quoi faire d'un enfant qui ne voulait pas être sur scène. Alors, elle m'ignorait la plupart du temps. Je me souviens d'un samedi en particulier, quand j'avais 10 ans. C'était le jour de mon concours de sciences. J'avais travaillé pendant 3 semaines sur un projet sur la croissance des plantes. J'en étais si fier. J'avais fait des tableaux et des graphiques. Je me suis réveillé tôt, j'ai mis ma plus belle chemise et je me suis assise à la table de la cuisine en attendant mes parents. « Maman, papa, il faut y aller bientôt », ai-je dit. Le jury commence à 9 heures. Ma mère s'agitait dans la cuisine en tenant un fer à friser. Elle ne m'a même pas regardé. « Pas maintenant, Amélie. » Valérie à la répétition générale pour son récital de claquettes. La fermeture éclair est coincée. « Mais le concours de sciences, » ai-je dit. Ma voix était faible. Mon père, Marc, a levé les yeux de son café. Il avait l'air agacé. « Amélie, arrête d'embêter ta mère. Ne vois-tu pas que nous sommes occupés? On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. » Mais vous aviez promis, ai-je murmuré. Ne sois pas égoïste, a lancé ma mère. Valérie a besoin de nous. Son professeur a dit qu'elle a une vraie chance d'avoir le solo cette année. Tu peux te faire conduire par la voisine, Madame Girard. Et ce fut tout. Ils sont partis avec Valérie. Ils ont pris la caméra vidéo. Ils ont emporté l'excitation. J'étais à l'arrière du monospace de Madame Girard, sentant son chien mouillé, tenant mon panneau d'affichage sur mes genoux. J'ai gagné la 2e place ce jour-là. Quand je suis rentré, la maison était vide.
Ils avaient emmené Valérie manger une glace pour célébrer sa répétition. Quand ils sont enfin rentrés, ils ne m'ont pas demandé pour mon ruban. Ils ont juste parlé de la façon dont les chaussures de claquettes de Valérie brillaient sous les lumières. C'était ma vie. J'ai appris à être petite. J'ai appris que mes réussites n'avaient pas d'importance parce que ce n'étaient pas les bonnes réussites. J'obtenais les meilleures notes, mais Valérie obtenait le rôle principal dans la pièce de l'école. Mes parents ont organisé une fête pour la pièce. Ils n'ont même pas mis mon bulletin de notes sur le frigo. Je suis devenue la fille invisible. J'étais celle qu'ils oubliaient, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Amélie, aide Valérie avec ses devoirs de maths. Elle pleure. Amélie, as-tu plié le linge? Valérie a besoin de ses chaussettes porte-bonheur. Amélie, reste dans ta chambre. Nous avons des invités et Valérie chante pour eux. J'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté d'attendre des fêtes d'anniversaire. J'ai arrêté d'essayer de leur montrer mes dessins ou mes notes. J'existais, tout simplement. Je gardais la tête baissée. J'ai survécu en me cachant à la vue de tous. Mon seul point d'ancrage, la seule personne qui me voyait vraiment, était Papy Dubois, le père de mon père. C'était un homme dur. Il avait bâti une entreprise de construction à partir de rien. Il était riche, puis il n'agissait pas comme mes parents. Mes parents aimaient dépenser de l'argent pour se montrer. Papy aimait économiser de l'argent pour construire son pouvoir. Il n'aimait pas le bruit. Il n'aimait pas se faire remarquer. Il vivait dans un grand domaine à environ 30 minutes de là. Le dimanche, nous devions y aller pour dîner. Mes parents détestaient ça parce que Papy était strict, mais ils y allaient parce qu'ils voulaient son argent. Il faisait porter à Valérie ses plus jolies robes. Il lui disait de le serrer dans ses bras et de chanter pour lui. « Vas-y, Valou », disait mon père. « Montre à Papy ta nouvelle danse. » Valérie dansait dans le salon, bruyante et tape à accent grave l'œil. Mes parents applaudissaient. Papy restait assis dans son grand fauteuil en cuir, tenant un verre de whisky, les regardant avec une expression neutre. Il n'applaudissait jamais. Il se contentait de regarder. Un dimanche, alors que j'avais 16 ans, je suis allé dans sa bibliothèque pour fuir le bruit. Valérie chantait dans le salon, hurlant une chanson pop. Je n'en pouvais plus. Je me suis assise par terre dans la bibliothèque, lisant un livre sur le droit des contrats que j'avais pris sur une étagère. Je ne pensais pas le comprendre, mais j'aimais sa logique. La porte s'est ouverte. Papy est entré avec sa canne. Je me suis figé. Je pensais qu'il allait me crier dessus pour être là. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-il. Sa voix était rauque comme du gravier. « Un livre sur les contrats » ai-je dit. Il a haussé un sourcil blanc et épais. « Pourquoi ?»« Parce que ça a du sens » ai-je dit honnêtement. « Les règles sont écrites. Si vous suivez les règles, vous savez ce qui se passe. Ce n'est pas comme là dehors. » J'ai montré la porte du salon. Papy s'est approché et s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Il m'a regardé pendant un long moment. C'était la première fois qu'un adulte de ma famille me regardait vraiment. « Tu n'aimes pas le spectacle là dehors » a-t-il affirmé. « Non, monsieur » ai-je dit. « Bien » a-t-il grogné. « Moi non plus. Ce n'est que du bruit. Le bruit ne construit pas de bâtiments, Amélie. Les fondations, si. » À partir de ce jour, le dimanche est devenu mon école. Pendant que mes parents et Valérie étaient assis dans le salon à regarder la télé ou à parler de vacances coûteuses, j'étais assise dans la bibliothèque avec Papy. Il ne me traitait pas comme une enfant. Il me traitait comme une étudiante. Il m'a appris à lire un bilan. Il m'a appris à repérer un mensonge dans un document juridique. Il m'a appris la valeur du silence. « Regarde ton père » m'a dit Papy une fois. Il parle tout le temps. Il raconte ses projets à tout le monde. C'est pour ça qu'il est faible. Il a besoin d'applaudissements. Il a tapoté le bureau avec son doigt. Tu es silencieuse, Amélie. Les gens sous-estiment les silencieux. Ils pensent que tu es stupide ou faible. Laisse-les penser ça. Pendant qu'il parle, tu écoutes. Pendant qu'il se vante, tu planifies. Le silence, dit-il, me regardant droit dans les yeux, est une stratégie. Ce n'est pas une capitulation. Je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage.
Quand ma mère a oublié de venir me chercher à la répétition de l'orchestre, je n'ai pas pleuré. J'ai utilisé le silence. Je suis rentré à pied en pensant à mon avenir. Quand mon père a offert une nouvelle voiture à Valérie pour ses 17 ans et m'a donné une carte cadeau de 50 €, je n'ai pas crié. J'ai utilisé le silence. J'ai économisé la carte. J'ai économisé chaque centime que je pouvais trouver. J'ai réalisé que ma famille était un navire en perdition. Mes parents dépensaient l'argent plus vite qu'ils ne le gagnaient. Ils gâtaient tellement Valérie qu'elle ne pouvait même pas se faire un toast sans aide. Ils étaient bruyants, désordonnés et négligents. Papy le voyait aussi. Mais il ne leur a jamais rien dit. Il se contentait de regarder. Et il m'enseignait. Quand il est mort pendant ma 3e année d'université, j'ai été dévasté. J'étais la seule à vraiment pleurer à l'enterrement. Ma mère pleurait, mais elle vérifiait son maquillage dans son poudrier toutes les 5 minutes. Valérie pleurait, mais elle s'assurait d'être au centre de la pièce pour que tout le monde puisse la réconforter. Mon père n'a pas pleuré. Il avait juste l'air impatient, comme s'il attendait la lecture du testament. Mais il n'y a pas eu de lecture de testament. L'avocat, Maître Durand, a dit que papy avait mis en place une fiducie complexe et que rien ne serait révélé avant que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Mes parents étaient furieux. Ils ont crié sur l'avocat. Ils ont dit que c'était ridicule, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils devaient attendre. Alors, ils ont attendu et ils m'ont toléré. Ils ont payé mes frais de scolarité, mais seulement parce qu'ils pensaient que ça ferait mauvaise impression s'ils ne le faisaient pas. Je suis allé dans une université publique, j'ai étudié la gestion et le droit, et j'ai gardé la tête baissée. J'ai eu 2 jobs sur le campus pour ne pas avoir à leur demander d'argent de poche. J'étudiais à la bibliothèque jusqu'à minuit. Je suis devenue exactement ce que papy m'avait appris à être, silencieuse, efficace et observatrice. Je savais que mes parents ne m'aimaient pas. J'ai accepté ce fait comme j'acceptais la météo. C'était juste une froide réalité. Mais je ne savais pas jusqu'où ils iraient. Je ne savais pas que ma remise de diplôme n'était pas une célébration pour eux. C'était une date butoir. Ils attendaient que je finisse pour pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient vraiment. Ils voulaient l'argent de papy et ils étaient sur le point de me montrer exactement ce qu'ils étaient prêts à faire pour l'obtenir. Le restaurant s'appelait le Lys doré. C'était le genre d'endroit que mes parents adoraient. Beaucoup de miroirs dorés, de fauteuils en velours et de serveurs qui vous regardaient de haut si vous ne commandiez pas le vin le plus cher. C'était le soir de ma remise de diplôme. J'avais traversé la Seine ce matin-là. J'avais serré la main du doyen. J'avais obtenu mon diplôme en gestion des entreprises avec mention. Mes parents étaient là, mais ils étaient assis au fond. Ils sont arrivés en retard et sont partis tôt pour éviter les embouteillages. Valérie n'est pas venue du tout. Elle a dit qu'elle avait une migraine, mais j'ai vu sur sa story Instagram qu'elle était à une fête au bord d'une piscine. Maintenant, nous étions au dîner, juste nous 4. La table était petite et ronde. J'étais assise en face de Valérie. Mes parents étaient assis sur les côtés. L'atmosphère était tendue. Ça semblait répéter. Ma mère souriait trop. C'était un sourire en plastique crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Elle portait un nouveau collier de diamants qui captait la lumière. Alors, dit mon père en ouvrant le menu. Tu as enfin fini tes études. Bien. Oui, ai-je dit. Ça fait du bien d'avoir terminé. Maintenant, la vraie vie commence, dit-il d'un ton dédaigneux. Fini de se cacher dans les livres. J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine, ai-je mentionné, avec une entreprise de logistique à Lyon. Ma mère a agité la main en l'air, balayant mes paroles comme si c'était une mouche. Oh, Amélie, ne sois pas bête. Tu n'as pas besoin de te soucier de travailler pour l'instant. Nous avons des affaires de famille à discuter. Des affaires de famille, ai-je demandé. Valérie a levé les yeux de son téléphone. Elle avait l'air de s'ennuyer, mais il y avait une petite lueur dans ses yeux. Un secret. Elle tapotait ses longs ongles manucurés sur la nappe. Tape, tape, tape. Commandons d'abord, dit mon père. Le dîner fut une agonie. Ma mère a parlé des voisins et de qui divorçait. Mon père s'est plaint du service de voiturier. Valérie s'est plainte que le saumon était trop sec. Personne ne m'a posé de questions sur mes cours. Personne ne m'a posé de questions sur mon diplôme. Personne ne m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie.
J'ai mangé ma nourriture en silence. J'ai coupé mon poulet en petits carrés parfaits. Je me suis souvenu de la voix de papy. Le silence est une stratégie. J'ai attendu. Je savais que quelque chose se préparait. Je le sentais dans la façon dont mon père vérifiait constamment sa montre. Je le sentais dans la façon dont ma mère se resservait du vin. Finalement, le serveur a débarrassé les assiettes. Il a demandé si nous voulions un dessert. Non, dit mon père sèchement. Apportez-nous l'addition plus tard. Nous avons besoin d'un moment. Le serveur a hoché la tête et est parti. Le silence s'est fait à table. Mon père a attrapé une mallette en cuir sous sa chaise. Il l'a posée sur la table. Elle avait l'air lourde. Mon estomac s'est noué. Il a ouvert la mallette et en a sorti une épaisse liasse de papier. Ils étaient agrafés ensemble. Il les a fait glisser sur la nappe blanche jusqu'à ce qu'ils reposent devant moi. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « C'est une formalité » dit mon père. Sa voix était désinvolte, trop désinvolte. « Tu sais, la succession de papier est réglée la semaine prochaine. Comme tu es celle qui vient d'obtenir son diplôme, les avocats ont besoin de quelques signatures pour débloquer les fonds pour la fiducie familiale. » J'ai baissé les yeux sur le papier. J'ai lu le titre en gras en haut, Acte DE Donation ETDE Transfert d'actifs. J'ai senti un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. J'ai tourné la page. J'ai commencé à lire le texte juridique. Papy m'avait appris à lire ça. Je comprenais les mots. Moi, Amélie Dubois, transfert, cède et donne par la présente, volontairement et irrévocablement, tous les droits, titres et intérêts sur tout héritage, fiducie ou actif qui m'a été légué par Thomas Dubois, au seul bénéfice de Valérie Dubois. J'ai arrêté de lire. J'ai levé les yeux. Ce n'est pas une formalité, ai-je dit lentement. C'est un transfert. Vous voulez que je donne tout à Valérie? Ma mère a soupiré comme si je faisais des manières pour passer le sel. Amélie, chérie, c'est juste logique. Regarde la situation. Quelle situation, ai-je demandé. Valérie est une artiste, dit ma mère en désignant ma sœur. Valérie s'est redressée, l'air important. Elle a de grands rêves. Elle veut ouvrir une galerie à New York. Elle a besoin de capital. Elle a besoin de soutien. Elle n'est pas faite pour le train-train du métro boulot dodo comme toi. Je vois, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Et moi, pourquoi suis-je faite? Tu es pragmatique, dit mon père. Tu as un diplôme maintenant. Tu peux trouver un travail. Tu peux subvenir à tes besoins. Tu as toujours été l'indépendante. Donc, parce que j'ai travaillé dur, ai-je dit, je n'obtiens rien. Et parce qu'elle n'a pas travaillé du tout, elle obtient tout. Ce n'est pas ça, intervint Valérie. Sa voix était aiguë et pleurnicharde. Mon Dieu, Amélie, pourquoi tu transformes toujours tout en compétition? J'ai des dépenses. J'ai un style de vie à maintenir. Toi. Tu es heureuse avec des choses simples. Tu n'as pas besoin de l'argent de papy. Tu le bloquerais sur un compte en banque et tu ne l'utiliserais jamais. Elle en a plus besoin, dit mon père, sa voix se durcissant. C'est une décision de famille, Amélie. Nous avons décidé que c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Qui est le nous, ai-je demandé. Nous, dit-il. Il a montré la table du doigt. Lui, maman, Valérie. Eux trois contre moi seul, comme toujours. Papy a laissé la succession pour qu'elle soit distribuée après l'obtention de mon diplôme, ai-je dit. S'il avait voulu que Valérie l'ait, il l'aurait laissé à Valérie. Papy était vieux, a sèchement répliqué mon père. Il était confus à la fin. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Ceci corrige son erreur. Ça garde l'argent dans la famille, là où il doit être. Je fais partie de la famille, ai-je dit. Les mots sont restés en suspens. Ma mère a ri. C'était un son court et cruel. Oh, Amélie, ne sois pas dramatique. Bien sûr que tu es de la famille, mais tu es la plus solide. Tu es celle qui peut gérer le monde réel. Valérie est délicate. Elle a besoin de protection. Signe le papier, a ordonné mon père. Il a sorti un stylo en or de sa poche et l'a posé sur le document. Arrête de perdre du temps. Nous avons du champagne qui nous attend à la maison pour célébrer.
pour célébrer le fait que Valérie obtenait l'argent, pas ma remise de diplôme. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé le document. J'ai regardé le visage suffisant de ma sœur. Elle souriait déjà, imaginant la virée shopping. J'ai pensé aux années de négligence, aux concours de sciences manqués, aux anniversaires oubliés, à la façon dont il me regardait sans me voir. J'ai pris le stylo. Mon père a souri. Bonne fille. J'ai tenu le stylo une seconde, puis je l'ai reposé, non pas sur le papier, mais sur la table. Non, ai-je dit. Le silence qui a suivi était lourd. C'était comme si l'air avait été aspiré du restaurant. Pardon, a demandé mon père. Sa voix a baissé d'une octave. C'était dangereux maintenant. Non, ai-je répété. Je ne signerai pas, Amélie, a sifflé ma mère. N'ose pas faire ça. N'ose pas être égoïste maintenant. Ce n'est pas égoïste de garder ce qui est à moi, ai-je dit. Ce n'est pas à toi, a crié Valérie. Quelques personnes aux tables voisines se sont retournées pour regarder. C'est à nous. C'est pour la famille. Tu essaies de voler mon avenir. Ton avenir? Je l'ai regardé. Valérie, tu as abandonné l'IUT après un semestre parce que tu n'aimais pas le parking. Tu n'as jamais eu de travail. Tu as 20 ans. Tais-toi, a-t-elle hurlé. Ça suffit. Mon père a frappé la table de sa main. Les couverts ont tremblé. Amélie, tu te comportes comme une gamine ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous avons payé tes études. Nous t'avons nourri. Nous t'avons vêtu. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi, ai-je dit. La vérité a jailli de moi. Vous m'avez nourri, mais vous n'avez jamais mangé avec moi. Vous m'avez vêtu, mais seulement avec ce que Valérie ne voulait pas. Vous avez payé mes études, mais vous n'êtes même pas heureux que j'ai mon diplôme. Vous êtes juste heureux que la période d'attente soit terminée. Le visage de mon père est devenu rouge. Une veine sur son front a gonflé. Il n'était pas habitué à ce que je lui réponde. Il n'était pas habitué à ce que l'ombre ait une voix. Tu vas signer ce papier, a-t-il grondé. Ou tu n'es plus ma fille. Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai pas scié. Je crois que ce bateau a quitté le port il y a bien longtemps, papa. Il m'a dévisagé avec une haine pure. Il a baissé les yeux vers la table. Mon diplôme était là, à côté de la corbeille à pain. Je l'avais apporté dans son étui en cuir pour le leur montrer, mais il ne l'avait pas ouvert. Il a attrapé l'étui. C'est ça qui te fait croire que tu es meilleur que nous, a-t-il ricané. Ce bout de papier. Tu penses que ça te rend intelligente? Tu penses que ça te donne du pouvoir? Rends-moi ça, ai-je dit calmement. Tu le veux? Il a ouvert l'étui et a arraché le diplôme. Le papier épais couleur crème s'est froissé dans son poing. Il a fouillé dans sa poche et a sorti son briquet Zippo en argent. Il a ouvert le couvercle d'un coup sec. La flamme a jailli. Marc, non, a dit ma mère, mais elle n'a pas tendu la main pour l'arrêter. Elle a juste regardé. Elle doit apprendre une leçon, a-t-il marmonné. Elle doit apprendre que sans cette famille, elle n'est rien. Il a approché la flamme du coin de mon diplôme. La flamme a pris instantanément. Le papier épais est devenu noir, puis orange. Le feu a dévoré mon nom en premier. Amélie Dubois, partie en une seconde. Puis il a dévoré le sceau de l'université, puis la date. J'étais assise là, complètement immobile. Mes mains étaient jointes sur mes genoux. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, mais j'ai forcé mon visage à rester un masque. Le visage de papy. J'ai regardé la fumée s'enrouler vers le lustre en cristal. Ça sentait les produits chimiques brûlés et le parfum cher. Mon père a laissé tomber le papier en feu sur l'assiette à pain. Il s'est recroquevillé et s'est flétri, se transformant en un tas de cendres grises et fragiles. Il a refermé le briquet d'un claquement sec et l'a jeté sur la table. Clinc. Voilà, dit-il. Il s'est adossé, croisant les bras. Maintenant, tu n'as rien. Pas de diplôme, pas de soutien familial, rien. Sauf si tu signes ce transfert. Il m'a regardé, attendant que je craque. Il attendait la petite fille qui pleurait quand il la laissait derrière. Il attendait l'adolescente qui mendiait de l'attention. Ma mère me regardait aussi. Ses lèvres étaient pincées en une ligne fine.
Valérie souriait d'un air suffisant, mais elle avait l'air un peu nerveuse, comme si peut-être s'était allée trop loin. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose ne s'était pas brisé. Quelque chose s'était mis en place. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve finale. Je n'avais plus besoin de me demander. Je n'avais plus besoin d'espérer que peut-être, au fond, il m'aimait. Il ne m'aimait pas. Il me voyait comme un obstacle. Il me voyait comme un compte en banque à piller pour leur enfant en or. Et parce que je savais ça, j'étais libre. J'ai regardé le tas de cendres. Puis j'ai regardé mon père. Vous avez raison, ai-je dit doucement. Il a souri. Enfin. Donne-moi le stylo. Non, ai-je dit. Je veux dire, vous avez raison sur le fait que je n'ai rien ici. Je me suis levé. J'ai bougé lentement, délibérément. J'ai pris mon sac à main. J'ai pris l'étui en cuir qui était maintenant vide. Où crois-tu que tu vas, a exigé ma mère. Assieds-toi, Amélie. Nous n'avons pas fini. Moi si, ai-je dit. J'ai fini. J'ai regardé Valérie. Tu veux l'héritage, Valérie? Tu veux l'argent? Ben ouais, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Alors tu aurais dû demander à papy pourquoi il passait tant de temps avec moi dans la bibliothèque, ai-je dit. Tu étais trop occupé à danser. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père s'est levé maintenant, me dominant. Assieds-toi. Non, ai-je dit. Je leur ai tourné le dos. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mes jambes semblaient lourdes. Mon instinct était d'obéir, de m'excuser, de réparer les choses. Mais j'ai forcé mes pieds à bouger. Un pas, deux pas si tu sors par cette porte, a crié mon père, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux, n'ose pas revenir. Tu es coupé des vivres. Tu m'entends? Coupé des vivres. Je vous entends, ai-je dit sans me retourner. J'ai dépassé les serveurs choqués. J'ai dépassé l'hôtesse qui faisait semblant de regarder son écran d'ordinateur. J'ai poussé les lourdes portes en verre. L'air de la nuit m'a frappé le visage. Il était frais et vif. Il sentait la pluie et le trafic de la ville, pas le papier brûlé. J'ai marché jusqu'au trottoir. Ma voiture était garée plus bas dans la rue, une vieille Peugeot que j'avais achetée avec mon propre argent. Ça, il ne pouvait pas me le prendre. J'ai atteint ma voiture, je suis monté et j'ai verrouillé les portes. Mes mains tremblaient maintenant. L'adrénaline s'estompait, me laissant froide. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai regardé en arrière vers le restaurant. Je pouvais les voir à travers la fenêtre. Mon père gesticulait sauvagement. Ma mère buvait son vin rapidement. Valérie tapait sur son téléphone. Ils étaient toujours là, piégés dans leur cupidité et leur bruit. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste mis la voiture en marche et je suis parti. J'étais sans abri. J'étais renié. Mon diplôme était en cendres. Mais je ne m'étais jamais sentie aussi puissante. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma tante Sophie. Elle était la sœur de ma mère, mais elle ne se ressemblait en rien. Sophie était infirmière. Elle vivait dans une petite maison encombrée, pleine de plantes et de chats. Elle était le mouton noir de la famille parce qu'elle n'avait pas épousé un homme riche. Elle a ouvert la porte en peignoir. Un regard sur mon visage et elle a su. Entre, a-t-elle dit. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste fait du thé. Du thé fort avec beaucoup de sucre. J'ai dormi sur son canapé. Il était bosselé, mais je m'y sentais en sécurité. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone vibrait presque au point de tomber de la table basse. J'avais 47 notifications. Je me suis assise, je me suis frotté les yeux et j'ai pris le téléphone. Le barrage avait commencé. SMS de Valérie. 8h02. Tu es tellement égoïste. Maman pleure. Papa est furieux. Comment as-tu pu ruiner mon avenir comme ça? J'ai besoin de cet argent pour la galerie. Tu sais que je ne peux pas avoir un travail normal. SMS de Valérie. 8h15. Au fait. Je m'installe dans ta chambre. Elle a une meilleure lumière. Papa a dit que je pouvais la repeindre en rose. SMS de papa. 8h30. Amélie, tu as 24 heures pour revenir signer les papiers. Si tu ne le fais pas,
j'appellerai la police et je déclarerai ta voiture volée. J'ai payé l'assurance, donc techniquement elle est à moi. Ne me teste pas SMS de maman. 9h, tu déchires cette famille après tout ce que nous avons fait pour toi. Signe juste le papier et nous pourrons te pardonner. Valérie est très sensible. Tu sais que tu as blessé ses sentiments. Email de papa. 9h15, sujet, affaire juridique urgente. Amélie, arrête d'agir comme une enfant. Retrouve-nous à la maison ce soir. Apporte le stylo. J'ai fait défiler les messages. C'était une tempête de droits acquis. Pas une seule personne ne m'a demandé si j'allais bien. Pas une seule personne ne s'est excusée d'avoir brûlé mon diplôme. Personne ne se souciait de moi. Il ne se souciait que de la signature. Il ne se souciait que de l'actif. Il me menaçait. Il me manipulait. Papa a dit que je pouvais la repeindre en rose. C'est cette phrase qui m'a fait le plus mal, étrangement. Ma chambre était le seul endroit dans cette maison qui était à moi, et il l'avait donnée avant même que mon lit ne soit froid. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé autour de moi dans le salon de tante Sophie. Un gros charreau a sauté sur mes genoux et a ronronné. Ils deviennent fous, n'est-ce pas, a demandé tante Sophie depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle tenait une assiette de toast. Oui, ai-je dit. Ils veulent que je signe pour céder l'héritage de papy. Sophie a reniflé. Bien sûr qu'ils le veulent. Marc dépense de l'argent qu'il n'a pas depuis des années. Il compte sur cette rentrée d'argent pour couvrir ses dettes. Je l'ai regardé. Vraiment? Oh oui, dit Sophie en s'asseyant. Dette de jeu, mauvais investissement. Il est endetté jusqu'au cou. Il a besoin que Valérie obtienne l'argent pour pouvoir le gérer pour elle. Tout prenait sens. Il ne voulait pas seulement gâter Valérie. Ils avaient besoin de l'argent et ils savaient que je ne le leur donnerais pas. Ils savaient que je serais responsable. Ils savaient que je dirais non, alors ils devaient me briser. J'ai pris une bouchée de toast. Il avait le goût de la liberté. Je dois envoyer un email, ai-je dit. À qui? A demandé Sophie. À ton père? Non, ai-je dit. À Maître Durand. L'avocat de papy. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ignoré les nouveaux SMS de Valérie qui me traitaient de tous les noms. J'ai ouvert un email vierge. Cher Maître Durand, j'espère que cet email vous trouve bien. J'ai obtenu mon diplôme conformément aux exigences de la fiducie. Ma famille fait pression sur moi pour que je renonce à mes droits. Ils ont détruit mon diplôme et m'ont menacé. Je suis prête à exécuter le testament. Veuillez programmer la lecture dès que possible. Cordialement, Amélie Dubois. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père, puis celui de ma mère, puis celui de Valérie. Le silence qui a suivi était magnifique. Je n'étais plus la fille oubliée. J'étais celle qui tenait les cartes. Et la semaine prochaine, j'allais les jouer. La semaine qui a suivi mon départ a été la semaine la plus calme de ma vie, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis resté avec tante Sophie dans sa petite maison de plain-pied encombrée. C'était l'opposé de la maison de mes parents. La maison de mes parents était comme un musée, froide, blanche et résonnante. Tout avait une place, et si vous déplaciez un coussin, ma mère hurlait. La maison de tante Sophie était chaleureuse. Elle sentait les herbes séchées et la nourriture pour chat. Il y avait des piles de tricot sur les chaises et des livres à moitié lus sur les tables. Pendant les 3 premiers jours, je n'ai pas quitté la maison. J'ai complètement éteint mon téléphone. Je l'ai mis dans un tiroir de la cuisine et je l'ai laissé. Je savais ce qui se passait sur cet écran. Je savais que mon père envoyait des menaces. Je savais que ma mère envoyait des messages de culpabilisation. Je savais que Valérie envoyait des insultes. Je n'avais pas besoin de voir ça. Au lieu de cela, j'ai passé du temps avec moi-même. Ça semble simple, mais je n'avais pas fait ça depuis des années. J'avais passé toute ma vie à réagir à eux. J'étais toujours en train d'esquiver leurs critiques, d'essayer de réparer leurs dégâts ou d'essayer d'être invisible pour qu'ils ne me crient pas dessus. Maintenant, il n'y avait personne pour crier. Je me suis réveillé quand je voulais. J'ai fait du café. Je me suis assise sur la véranda arrière et j'ai regardé les oiseaux. Tu as l'air différente, a dit tante Sophie mercredi matin. Elle arrosait ses fougères. Différente comment, ai-je demandé.
Tu n'as plus l'air d'un lapin effrayé, a-t-elle dit. Tu as l'air posé. Je me sens engourdi, ai-je admis. Est-ce que c'est mal? Non, dit-elle. Ce n'est pas de l'engourdissement, chérie. C'est de la clarté. Tu les vois enfin pour ce qu'ils sont. Elle avait raison. La distance me donnait de la perspective. Je me suis assise à la table de la cuisine de Sophie avec un bloc-notes, comme papy me l'avait appris. J'ai fait 2 colonnes. Colonne A, ce qu'ils m'ont donné. Nourriture au logement. Frais de scolarité payés par un fonds que papy avait mis en place, je l'ai réalisé plus tard. Critique. Anxiété. Colonne B, ce qu'ils m'ont pris. Estime de soi. Mon enfance. Mon crédit, papa avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour une facture de service public une fois, je me suis souvenu. Mon diplôme, littéralement brûlé. La liste était courte, mais elle était lourde. J'ai réalisé que ma famille n'avait pas fait une erreur au dîner. Ils n'avaient pas simplement perdu leur sang-froid. Ils avaient révélé leur stratégie. Ils croyaient qu'ils me possédaient. Ils croyaient que j'étais une ressource, pas une personne. Ils pensaient que parce que j'étais silencieuse, j'étais faible. Ils pensaient que parce que je ne me défendais pas, j'étais d'accord avec eux. Ils avaient tort. La voix de papy continuait de résonner dans ma tête. Le silence est une stratégie. Je ne me cachais pas ici. J'attendais. Je les laissais transpirer. Je les laissais penser qu'ils avaient gagné ou que j'étais terrifié et caché dans un trou. Jeudi, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a vibré pendant 5 minutes d'affilée. Appels manqués, messages vocaux, SMS. Je ne les ai pas lus. Je les ai tous supprimés sans regarder. J'ai ouvert mes emails. Il y avait un message de Maître Durand, l'avocat. Sujet, lecture du dernier testament et des dernières volontés de Thomas Dubois. Chère mademoiselle Dubois, suite à votre demande et conformément aux instructions de votre grand-père à l'obtention de votre diplôme, la lecture du testament est prévue pour vendredi à 10 heures. Tous les bénéficiaires ont été notifiés. Mon estomac a fait un petit bond. C'était le moment. J'ai répondu, je serai là. Ce soir-là, j'ai repassé mes vêtements. Je n'avais pas grand-chose avec moi, juste la robe que j'avais portée à la remise des diplômes et un pantalon et une blouse que j'avais dans mon sac de voyage. J'ai choisi le pantalon. Il était noir, élégant et professionnel. Je n'y allais pas en tant que leur fille. J'y allais en tant que femme d'affaires. Je me suis tenu devant le miroir de la chambre d'amis de tante Sophie. J'ai regardé mon reflet. Mes yeux étaient sombres, mais ils étaient stables. J'ai ramené mes cheveux en un chignon serré. Tu peux le faire, ai-je murmuré au miroir. Pour papy. Je n'avais plus peur des retombées. Je les avais déjà perdus. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Le cabinet d'avocat était à Nice, dans un grand immeuble de verre qui donnait sur la mer. Ça sentait le produit à polir au citron et l'argent. Je suis arrivé à 9h50. Je voulais être en avance. Quand je suis entré dans la réception, mon estomac s'est noué. Ils étaient déjà là. Mon père faisait les 100 pas sur la moquette épaisse. Il portait son plus beau costume bleu marine, celui qu'il portait quand il essayait de conclure une affaire. Ma mère était assise sur un canapé, feuilletant un magazine de manière agressive. Valérie était à côté d'elle, portant de grosses lunettes de soleil à l'intérieur et faisant défiler son téléphone. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que je suis sorti, la pièce est devenue silencieuse. Mon père a arrêté de faire les 100 pas. Il s'est tourné vers moi. Son visage était un mélange de soulagement et de colère. « Te voilà » a-t-il aboyé. Il s'est approché de moi, envahissant mon espace personnel. « Où diable étais-tu ? On t'a appelé 100 fois. Sais-tu à quel point ta mère était inquiète ? » J'ai regardé ma mère. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle avait l'air agacée. J'ai été occupé, ai-je dit calmement. Occupé à faire quoi ? A ricané Valérie. À bouder. Nous n'avons pas le temps pour ça, a dit mon père en regardant sa montre. Écoute, Amélie, nous sommes là. L'avocat est là. Je suppose que tu as repris tes esprits. Il a baissé la voix, essayant de paraître comme un père raisonnable. Nous avons de nouveau apporté les papiers de transfert. Nous pouvons les signer juste après la lecture.
Maître Durand n'a pas besoin de connaître les détails. On fait juste débloquer les actifs à ton nom. Tu les cèdes à la fiducie familiale, et on rentre tous à la maison. On peut même aller déjeuner. On t'offre ce que tu veux. C'était presque drôle. Il pensait qu'un déjeuner suffisait à acheter ma vie. On verra, ai-je dit. Ne joue pas avec moi, a-t-il prévenu, ses yeux se plissant. Tu marches sur des œufs. Juste à ce moment-là, les lourdes doubles portes en chêne se sont ouvertes. Maître Durand est sorti. C'était un homme grand et mince, avec des cheveux gris et des lunettes à monture métallique. Il avait été l'avocat de Papy pendant 40 ans. Il savait où tous les secrets étaient enterrés. Bonjour, dit Maître Durand. Sa voix était sèche. Il ne souriait pas. Bonjour, Arthur, dit mon père en affichant son faux charme. Il tendit la main pour serrer celle de Maître Durand. Ravi de vous voir. Finissons-en, voulez-vous? Nous avons une journée chargée. Maître Durand lui serra brièvement la main, puis me regarda. Ses yeux s'adoucirent juste un peu. Amélie, veuillez entrer. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Elle était immense. Il y avait une longue table en acajou. Maître Durand s'est assis au bout. Mes parents et Valérie se sont assis d'un côté. Je me suis assise de l'autre côté. Seul. Mon père a regardé la disposition des sièges et a froncé les sourcils. Amélie, assieds-toi ici avec ta famille. Je suis bien ici, ai-je dit. Maître Durand a ouvert un épais dossier. Le bruit du papier froissé a résonné dans la pièce. Nous sommes ici pour lire le dernier testament et les dernières volontés de Thomas Dubois, a commencé Maître Durand. Conformément à ses instructions, cette lecture a été retardée jusqu'à ce que sa petite-fille Amélie termine ses études universitaires. Oui, nous savons, a agité la main ma mère. Passons aux chiffres. Maître Durand l'a regardé par-dessus ses lunettes. Très bien. Il a pris un document. Moi, Thomas Dubois, étant sain d'esprit. Il a lu le jargon juridique standard. Mon père tapait du pied. Valérie mâchait du chewing-gum. Puis Maître Durand a fait une pause. Il a levé les yeux vers mon père, puis vers Valérie, et enfin vers moi. Article 5, distribution des actifs, a-t-il lu. Mon père s'est redressé. C'était le moment. Les millions, l'immobilier, les parts de l'entreprise de construction. Maître Durand a lu clairement et lentement. À mon fils Marc, je lègue la somme d'1 € symbolique. Je le fais non par oubli, mais pour m'assurer qu'il ne puisse contester ce testament en prétendant avoir été oublié. La pièce s'est figée. Mon père a cligné des yeux. Pardon? Maître Durand a continué. À ma belle-fille, Hélène, je lègue ma collection de dés à coudre anciens, car elle a toujours apprécié la couture, bien qu'elle n'ait jamais terminé un projet. Ma mère a haleté. Des dés à coudre? C'est une blague? À ma petite-fille Valérie, a lu Maître Durand. Valérie a levé les yeux, baissant ses lunettes de soleil. Enfin. Je lègue la somme de 10 000 € à utiliser à des fins éducatives uniquement, payée directement à une institution accréditée. Si elle n'est pas utilisée dans les 5 ans, elle retourne à la succession. 10 000 €, a hurlé Valérie. Ça n'achète même pas une voiture. Papy m'avait promis la maison de la plage. Il n'a rien promis de la sorte par écrit, a dit sèchement Maître Durand. C'est de la folie. Mon père s'est levé, son visage devenant violet. Il était sénile. Qui a le reste? Qui a l'entreprise, les comptes, les terrains? Maître Durand a tourné la page. Il m'a regardé. À ma petite-fille, Amélie Dubois. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je lègue l'intégralité de la succession Dubois. Cela inclut le groupe de construction Dubois, le portefeuille de propriété à Deauville et Lyon, les comptes d'investissement détenus chez BNP Paribas et Société Générale, et ma résidence personnelle. Mon père avait l'air d'avoir reçu une balle. Il s'est affalé sur sa chaise. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ma mère a attrapé son bras. Marc, fais quelque chose. C'est une erreur, a murmuré mon père. Puis il a crié, c'est une erreur. Vous l'avez mal écrit, Arthur. J'ai écrit exactement ce que Thomas a ordonné, a dit calmement Maître Durand. Amélie, Valérie m'a dévisagé de l'autre côté de la table. Ses yeux étaient grands d'horreur.
Amélie a tout, mais elle est ennuyeuse. Elle ne sait même pas comment dépenser de l'argent. La valeur de la succession, a continué Maître Durand en les ignorant, est d'environ 45 millions d'euros. Le chiffre est resté en suspens. 45 millions. Je me suis senti étourdi. Je savais que papy était riche. Je ne savais pas qu'il l'était à ce point. Amélie, dit mon père. Sa voix a changé instantanément. Elle est passée de criarde à sirupeuse en une nanoseconde. Il s'est penché sur la table. Amélie, chérie, waouh, c'est beaucoup de responsabilités. Trop pour une jeune fille. Il a forcé un sourire. C'était terrifiant. C'est en fait une bonne chose, a-t-il balbutié. Ça simplifie les choses. Tu peux juste tout me céder maintenant comme nous l'avions prévu. Je gérerai l'entreprise. Je m'occuperai des investissements. Tu ne veux pas de ce stress, ma chérie. Tu veux juste vivre ta vie, n'est-ce pas? Il a attrapé les papiers de transfert qu'il avait apportés. Il les a poussés vers moi à nouveau. Signe juste ici et je m'occuperai de ce gâchis que papy a fait. J'ai regardé les papiers. Puis j'ai regardé Maître Durand. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. Oui, a dit Maître Durand. Il y a un supplément vidéo. Votre grand-père a insisté. Il a dit qu'il voulait expliquer sa décision personnellement. Une vidéo, a demandé ma mère. Oh, mon Dieu. Maître Durand a appuyé sur un bouton d'une télécommande. Un écran est descendu du plafond. Les lumières de la salle de conférence se sont tamisées. L'écran a vacillé puis s'est allumé. C'était granuleux au début, puis l'image s'est faite nette. Il était là, papy. Il était assis dans son fauteuil en cuir dans la bibliothèque. La même bibliothèque où nous passions nos dimanches. Il avait l'air plus vieux dans la vidéo que dans mes souvenirs, un peu plus fragile, mais ses yeux étaient vifs. Il portait son cardigan préféré. Si vous regardez ceci, a dit papy depuis l'écran, sa voix remplissant la pièce, c'est que je suis parti et qu'Amélie a obtenu son diplôme. Ma gorge s'est serrée. C'était comme s'il était dans la pièce avec nous. Marc, a dit papy. Il a regardé directement dans l'objectif de la caméra. Mon père a tressailli sur sa chaise. Je sais ce que tu es en train de faire en ce moment, a dit papy. Je sais que tu es assis là, le visage rouge, en train de dire à Amélie qu'elle ne peut pas gérer ça, de lui dire de tout te céder, de lui dire qu'elle est faible. Mon père est devenu pâle. Je t'ai observé, Marc, a continué papy, sa voix dure maintenant. Je t'ai observé pendant 20 ans. Je t'ai vu dilapider au jeu le capital de départ que je t'ai donné. Je t'ai vu ignorer tes affaires pour jouer au golf. Mais surtout, j'ai regardé comment tu traitais tes filles. Ma mère secouait la tête, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. Éteignez ça, a-t-elle murmuré. Arthur, éteignez ça. Laissez-le allumer, ai-je dit. Ma voix était la seule chose stable dans la pièce. Je t'ai vu traiter Valérie comme un poney de cirque, a dit papy. Tu as ruiné cette fille. Tu lui as appris qu'être jolie est un travail. Tu lui as appris que l'argent pousse sur les arbres. Sur l'écran, papy s'est penché en avant. Et j'ai vu comment tu as traité Amélie. Il a fait une pause. Tu l'as traitée comme un meuble. Tu as oublié ses anniversaires. Tu t'es moqué de ses centres d'intérêt. Tu l'as laissée à l'arrière-plan. Tu pensais que parce qu'elle était silencieuse, elle était stupide. Tu pensais que parce qu'elle ne demandait pas d'attention, elle n'en méritait aucune. Mais tu avais tort, a dit papy. Un petit sourire a effleuré ses lèvres. Amélie est la seule d'entre vous qui a une colonne vertébrale. Elle s'est assise dans cette bibliothèque avec moi et elle a appris. Elle a posé des questions. Elle a écouté. Elle a de l'intégrité. Elle connaît la valeur d'un euro et la valeur d'une promesse. Marc, Hélène, a dit papy, vous pensez que vous méritez mon argent parce que vous partagez mon nom de famille. Ce n'est pas le cas. Vous êtes des dépensiers et des narcissiques. Si je vous donnais cette entreprise, vous la mettriez en faillite en 1 an. Mon père fixait la table, les mains serrées en poing. Amélie, a dit papy, ses yeux s'adoucissant sur l'écran. C'était comme s'il me regardait droit dans les yeux. Je te laisse tout, non pas pour te charger, mais parce que je te fais confiance. Tu es la bâtisseuse. Tu es l'avenir. Ne les laisse pas t'intimider. Ne les laisse pas te culpabiliser.
Tu ne leur dois rien. Ils ont brûlé ton enfance, a dit papy. Ne les laisse pas brûler ton avenir. L'écran est devenu noir. Les lumières se sont rallumées. Le silence dans la pièce était absolu. Il était lourd et suffocant. Mon père avait l'air anéanti. Il avait été mis à nu devant sa propre fille et son avocat. Son arrogance avait disparu, remplacée par une panique désespérée et moite. Valérie pleurait, mais ce n'était pas un faux cri cette fois. Elle avait l'air effrayée. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mon père l'a ignoré. Il m'a regardé. Ses yeux étaient larges et suppliants. « Amélie, a-t-il croassé ? Tu l'as entendu. » Il était en colère. Il ne le pensait pas. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous laisser sans rien. Les dettes. J'ai des dettes, Amé. De grosses dettes. Je sais, ai-je dit. Ils vont prendre la maison, a sangloté ma mère. Ils vont prendre les voitures. Je sais, ai-je répété. Je me suis levé. Je me sentais immense. Je sentais le poids de la confiance de papy sur mes épaules, et ce n'était pas lourd. C'était comme une armure. J'ai ramassé les papiers de transfert que mon père avait poussés vers moi, ceux qui donneraient tout à Valérie. Vous avez apporté un stylo, ai-je demandé à mon père. Il a hoché la tête avec empressement, l'espoir brillant dans ses yeux. Oui, oui, juste ici. Il a fouillé dans sa poche et m'a tendu son stylo en or. Le même qu'il utilisait pour me pointer du doigt quand il criait. J'ai pris le stylo. J'ai pris les papiers. Je les ai regardés pendant un long moment. Mon père retenait son souffle. Ma mère avait arrêté de pleurer pour regarder. J'ai lentement, délibérément, déchiré les papiers en deux. Le son du papier qui se déchire était fort dans la pièce silencieuse. Rip. J'ai mis les deux moitiés ensemble et je les ai déchirés à nouveau. Rip. Puis j'ai laissé tomber les confettis sur la table en acajou. Non, a murmuré mon père. Vous avez brûlé mon diplôme, ai-je dit. Ma voix était calme, conversationnelle. Vous avez essayé de brûler mon identité. Vous pensiez que je serais toujours la petite fille qui voulait juste que vous la regardiez. Je me suis penché près de lui. Je vous regarde maintenant, papa. Et je ne vois pas un père. Je vois un mauvais investissement. Je me suis tourné vers Maître Durand. Maître Durand, j'accepte l'héritage et je souhaite émettre un avis d'expulsion pour les résidents de ma propriété à Deauville. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux. 30 jours, a hurlé ma mère. Tu nous mets à la porte. Où irons-nous? Je ne sais pas, ai-je dit en prenant mon sac à main. Mais Valérie est très talentueuse. Je suis sûr qu'elle peut chanter pour son souper. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Amélie. A rugi mon père. Il s'est relevé en renversant sa chaise. Reviens ici, espèce d'ingrate. C'est moi qui t'ai faite. Je me suis arrêté à la porte. Je ne me suis pas retourné. Non, ai-je dit. C'est papy qui m'a faite. Vous m'avez juste ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis sorti de la salle de conférence. J'ai dépassé le bureau de la réception. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur. Quand les portes se sont fermées, étouffant le son des cris de ma mère, j'ai enfin expiré. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ri. J'ai juste fermé les yeux et murmuré « Merci, papy ». Puis j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. J'avais une entreprise à diriger. Sortir de cet immeuble a été la plus longue marche de ma vie. Mes jambes étaient en coton. Mes mains tremblaient si fort que je devais les serrer en poing pour les maintenir stables. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé le hall en marbre, suis passé devant le gardien de sécurité qui m'a fait un signe de tête, et suis sorti sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur. L'air semblait différent. C'était le même air qu'une heure auparavant, mais il avait un goût plus vif, plus pur. Il avait le goût de la propriété. Je suis monté dans ma vieille Peugeot. Je suis resté assis un moment, agrippé au volant. J'ai regardé le siège passager. Mon sac à main était là. À l'intérieur, il y avait mon téléphone, qui vibrait toutes les 3 secondes. Je savais qui c'était. Mon père, ma mère, Valérie. Ils étaient probablement encore dans la salle de conférence en train de crier sur Maître Durand.
Ou peut-être qu'ils descendaient les escaliers en courant pour essayer de m'arrêter. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas regardé les messages. J'ai juste maintenu le bouton d'alimentation enfoncé. J'ai regardé l'écran devenir noir. Silence. J'ai démarré la voiture et me suis inséré dans la circulation. Je ne suis pas retourné tout de suite chez tante Sophie. J'avais un autre endroit où aller d'abord. J'ai conduit jusqu'au siège de construction du bois. C'était un bâtiment en briques dans un parc industriel en périphérie de la ville. J'y venais avec papy le samedi quand j'étais petite, avant de réaliser que mes parents ne voulaient pas de moi. Je me suis garé sur la place visiteur. Je me suis dirigé vers les portes vitrées de l'entrée. La réceptionniste était une femme que je ne reconnaissais pas. Elle a levé les yeux, l'air ennuyé. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé. « Je suis Amélie Dubois » ai-je dit. « Je suis ici pour voir le directeur des opérations. » Ses yeux se sont agrandis. Elle s'est redressée. Elle connaissait le nom. Tout le monde dans le bâtiment connaissait le nom Dubois. Et à ce stade, la nouvelle que le propriétaire était décédé et que le testament était en cours de lecture avait peut-être déjà circulé. « Oh » balbutia-t-elle. « Mademoiselle Dubois, bien sûr. Monsieur Henderson est dans son bureau. Je vais l'appeler. »« Ne vous embêtez pas, » ai-je dit. « Je connais le chemin, j'ai traversé les couloirs familiers. Ça sentait les plants et le vieux café. J'ai vu des hommes en casque de chantier passer. J'ai vu des gens taper à leur bureau. C'était à moi. Papy avait construit ça brique par brique, affaire par affaire, et il me l'avait laissé. Pas parce que j'étais de son sang, mais parce que j'étais la seule qui respectait le travail. J'ai trouvé le bureau de Monsieur Henderson. C'était un homme bourru qui avait travaillé pour papy pendant 30 ans. Il a levé les yeux quand j'ai frappé au cadre de la porte ouverte. « Amélie » a-t-il demandé en enlevant ses lunettes de lecture. J'ai entendu dire que la lecture du testament avait lieu aujourd'hui. C'était le cas, ai-je dit. Je suis entré et me suis assise sur la chaise en face de lui. Je ne me suis pas avachi. Je me suis assise le dos droit, les mains jointes. « Et » a-t-il demandé. Il avait l'air nerveux. Il pensait probablement que mon père allait entrer et virer tout le monde pour économiser de l'argent pour un yacht. « C'est moi » ai-je dit simplement. Papy m'a laissé l'entreprise. 100%. Monsieur Henderson a poussé un long soupir. Ses épaules sont tombées de plusieurs centimètres. Il a même souri. Dieu merci, a-t-il dit. Thomas était inquiet. Il m'avait dit qu'il allait le faire, mais j'avais peur qu'il change d'avis à la dernière minute à cause de la pression familiale. Il ne l'a pas fait, ai-je dit. Alors, Monsieur Henderson s'est penché en avant. Quel est le plan, patronne? On vend? On liquide? Non, ai-je dit fermement. On travaille. Je veux voir les finances du projet Riverdale. Je sais qu'il est en retard et je veux une liste de tous les contrats fournisseurs actuels pour lundi matin. Monsieur Henderson m'a regardé avec respect. Un vrai respect, pas le faux que mes parents donnaient aux gens dont ils voulaient de l'argent. Compris, a-t-il dit. Bienvenue à la maison, Amélie. J'ai passé les 4 heures suivantes dans ce bureau. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. Je me suis plongé dans les feuilles de calcul et les contrats. C'était le seul moyen d'empêcher mon cerveau d'exploser. Le travail était logique. Les chiffres correspondaient. C'était sûr. Quand je suis finalement parti, le soleil se couchait. Le ciel était d'un violet contusionné. J'ai conduit jusqu'à la maison de tante Sophie. Sa voiture était dans l'allée. Je suis entré. Sophie était assise à la table de la cuisine. Elle avait une bouteille de vin ouverte. Elle était pâle. Ils m'ont appelé, a-t-elle dit doucement. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Je m'en doutais. Ta mère était hystérique, a dit Sophie. Elle a dit que tu avais tout volé. Elle a dit que tu les avais expulsés. Elle a dit que tu es un monstre. Sophie m'a regardé. Ses yeux sondaient mon visage. C'est vrai? A-t-elle demandé. Tu les as expulsés? Je me suis versé un verre d'eau. Ma gorge était sèche. Oui, ai-je dit. Je leur ai donné 30 jours. Amélie, a murmuré Sophie. C'est dur. Ce sont tes parents.
Ils ont brûlé mon diplôme, Sophie, ai-je dit. Je me suis tourné pour lui faire face. Au dîner dans un restaurant. Papa y a mis le feu. Il voulait brûler mon avenir pour que je sois forcé de dépendre de lui. Il voulait me piéger. La bouche de Sophie s'est ouverte. Il a fait quoi? Il l'a brûlé, ai-je répété. Et aujourd'hui, quand l'avocat a lu le testament, papa n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas dit félicitations. Il a essayé de me faire signer pour tout lui céder, là, à la table. Il m'a traité de tous les noms quand je suis parti. J'ai pris une gorgée d'eau. Le verre était frais dans ma main. Si je les laisse rester dans cette maison, ai-je dit, ils ne partiront jamais. Ils videront mes comptes. Ils me culpabiliseront tous les jours. Ils détruiront cette entreprise comme ils ont détruit leur propre crédit. Papy le savait. C'est pour ça qu'il me l'a donné. J'ai regardé ma tante. Je ne fais pas ça pour être méchante. Je le fais pour survivre. Si je ne coupe pas la corde, ils me tireront vers le bas avec eux. Sophie m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête lentement. Tu as raison, a-t-elle dit. Tu as absolument raison. Hélène n'a jamais pris ses responsabilités de toute sa vie. Il est peut-être temps qu'elle commence. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. C'était une étreinte serrée et farouche. Je suis fier de toi, a-t-elle dit dans mes cheveux. Ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone. J'avais 112 appels manqués, 300 SMS. Je ne les ai pas lus. Je suis allé dans mes paramètres. J'ai sélectionné changer de numéro. J'ai passé l'heure suivante à configurer un nouveau numéro de téléphone. J'ai envoyé le nouveau numéro à Maître Durand, à Monsieur Henderson et à Tante Sophie. Personne d'autre. Puis je me suis allongé dans le noir sur le lit d'amis de Sophie. J'ai pensé à mon ancienne chambre dans la grande maison. La chambre que Valérie prévoyait de peindre en rose. Elle serait bientôt vide. Toute la maison serait vide. Une vague de tristesse m'a envahi. C'était un chagrin profond et douloureux. Je ne pleurais pas la perte de mes parents, exactement. Je pleurais l'espoir que j'avais d'eux. Je pleurais le fantasme qu'un jour, si j'étais juste assez bonne ou assez intelligente, ils m'aimeraient. Cet espoir était mort. Je l'avais tué aujourd'hui dans cette salle de conférence. Et alors que j'étais allongé là, écoutant les grillons dehors, j'ai réalisé que tuer cet espoir était le seul moyen pour moi de vivre. J'étais une orpheline maintenant, dans tous les sens du terme. Mais j'étais une orpheline riche, capable et libre. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de m'enfuir. J'y étais déjà. 3 mois plus tard. J'étais assise sur le balcon de mon appartement à Lyon. Ce n'était pas un manoir. C'était un 3 pièces au 4e étage d'un immeuble calme. Il avait de grandes fenêtres et du parquet. Il était 7 heures du matin un samedi. La ville s'éveillait en dessous de moi. Je tenais une tasse de café dans mes mains. C'était calme. À l'intérieur, mon appartement était propre. Il n'y avait pas de pile de factures impayées. Il n'y avait pas de dispute à n'en plus finir. Il n'y avait personne pour me dire que je prenais trop de place. Sur la table basse à l'intérieur, il y avait une pile de dossiers. Les rapports trimestriels de construction du bois. Nous étions en hausse de 12% depuis que j'avais pris la relève. Il s'avère que lorsqu'on arrête de siphonner de l'argent d'une entreprise pour payer des vacances de luxe et des dettes de jeu, l'entreprise prospère. J'avais licencié 3 personnes le premier mois. C'étaient des consultants, des amis de mon père, qui étaient payés à ne rien faire. J'avais promu les silencieux, ceux qui faisaient le travail. J'ai pris une gorgée de café. La vapeur a réchauffé mon visage. J'ai pensé à ma famille. Je savais où ils étaient. Maître Durand les surveillait pour moi, juste pour des raisons juridiques. Mes parents vivaient dans un appartement en location en Arizona. Il était petit. Mon père travaillait comme commercial pour un concessionnaire de voitures d'occasion. Ma mère travaillait à temps partiel au comptoir de maquillage d'un grand magasin. Ils travaillaient. Pour la première fois depuis des décennies, ils devaient gagner leur propre argent. Valérie avait emménagé avec un petit ami que je n'avais jamais rencontré. Elle essayait de devenir une influenceuse. Je ne suivais pas ses réseaux sociaux, mais Maître Durand m'a dit qu'elle publiait beaucoup de vidéos pleines de colère sur la trahison familiale. Ils avaient essayé de me poursuivre en justice, bien sûr.
Mon père a trouvé un avocat qui travaillait dans un centre commercial pour contester le testament de papy. Maître Durand les a écrasés en une semaine. Le testament de papy était blindé. La preuve vidéo du comportement de mon père a aidé. Le juge a rejeté l'affaire et a ordonné à mon père de payer les frais de justice. Depuis lors, le silence. Un vrai silence. Parfois, dans les moments calmes, je ressentais une douleur de membre fantôme. Avoir une mère à appeler me manquait. Avoir une sœur avec qui partager des vêtements me manquait. Mais ensuite, je me souvenais que je n'avais jamais vraiment eu ces choses. J'avais eu des acteurs qui jouaient des rôles, et c'étaient de mauvais acteurs. J'ai posé ma tasse de café et suis rentré. Je suis allé à la bibliothèque dans le salon. Sur l'étagère du haut, dans un simple cadre noir, il y avait une photo de papy. À côté, il y avait un petit bocal en verre. À l'intérieur du bocal, il y avait un tas de cendres grises. J'étais retourné au restaurant le lendemain de la confrontation. J'avais demandé au commis de débarrassage s'il avait nettoyé la table 4. Il a dit qu'il avait vidé le cendrier à la poubelle. Je lui ai fait m'aider à le retrouver. Ce n'était que de la cendre, mais c'était ma cendre. C'étaient les restes du diplôme que mon père avait brûlé. Je le gardais pour me souvenir. Chaque fois que je me sentais seul, chaque fois que je me demandais si j'avais été trop dur avec eux, je regardais ce bocal. Je me souvenais du feu. Je me souvenais de son visage quand il avait allumé le briquet. Je me souvenais qu'il était prêt à brûler mon travail acharné juste pour me garder petite. Je n'étais plus petite. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était un SMS de tante Sophie. J'arrive pour dîner ce soir. J'ai fait des lasagnes. J'ai souri. J'arrive. J'apporte le vin. Je n'étais pas seul. J'avais Sophie. J'avais Monsieur Henderson et l'équipe au travail. J'avais les quelques amis que je m'étais fait dans mon immeuble. Je m'avais, moi. Je suis allé dans ma chambre pour m'habiller. J'ai ouvert le placard. Il était plein de vêtements que j'avais achetés avec mon propre argent. Des vêtements qui m'allaient, des vêtements que j'aimais. J'ai mis un blazer. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas la fille qui se cachait dans la bibliothèque. Elle n'était pas la fille qui s'excusait d'exister. Elle était Amélie Dubois, PDG, petite fille, survivante. J'ai ajusté mon col. Tu te débrouilles bien, ma petite, ai-je murmuré à mon reflet. C'était quelque chose que papy disait. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. J'avais une réunion avec un entrepreneur à 9h, puis déjeuner avec Sophie. Ma vie était pleine. Ma vie était occupée. Ma vie était la mienne. Je suis sorti et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. Le clic de la serrure était le son le plus satisfaisant au monde. C'était le son de la sécurité, le son des limites, le son de la paix. Papy avait raison depuis le début. La force n'est pas bruyante. La force, ce n'est pas crier sur un serveur ou exiger un héritage qu'on n'a pas mérité. La force est silencieuse. La force, c'est la capacité de s'éloigner du feu et de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. Et je construisais quelque chose de magnifique.